7h44 sur BFM Business et sur RMC Live. Notre invité ce matin avec Raphaël Legendre, c'est Jean-Philippe Tanguy. Bonjour, vous êtes député Rassemblement National. C'est vous qui portez notamment la politique énergétique du Rassemblement National à l'Assemblée. On a eu enfin cette loi de programmation énergétique publiée avec 3 ans de retard. Marine Le Pen l'a qualifiée d'enfer énergétique. Est-ce que vous êtes toujours sur cette ligne où vous voulez arrêter l'éolien et le solaire en France ? Oui, parfaitement. D'ailleurs, c'est pas une loi, c'est un décret qui a été pris contre la loi. C'est quand même assez formidable. Les macronistes ont fait une loi en 2019 qui imposait une loi de programmation. Elle a été débattue cet automne au Parlement et on a voté contre. Donc en fait, c'est un décret contre le Parlement, mais pour la Commission de Bruxelles. Puisqu'en fait, le 30 janvier dernier, la Commission a imposé de transcrire la directive RED 2 qui oblige à avoir 42,5% d'énergie renouvelable sans nucléaire. Alors que le but, c'est évidemment l'énergie décarbonée. Donc en fait, M. Lecornu a pris en urgence ce décret qui fait absolument n'importe quoi et accélère les énergies intermittentes juste pour Bruxelles. Avec une clause de revoyure en 2027, voilà, quand même, qui laisse le champ ouvert pour la présidentielle. Voilà, donc c'est très intéressant des programmations sur 10 ans, mais à revoir l'année prochaine. Voilà. 3 ans qu'on l'attendait quand même. Non, personne ne l'attendait à part les lobbies, qui sont d'ailleurs les seuls à avoir applaudi. Non, les lobbies, parce que ce n'est pas des filières, ils ne produisent rien en France. Et lobby de quoi ? Du solaire ? Le solaire, donc 4 milliards d'importations de panneaux solaires qui encore vont être gavés d'argent public, parce que là quand même la performance, c'est d'avoir déversé des dizaines de milliards d'euros sur le solaire depuis le Grenelle de l'environnement en 2007, en ayant détruit les filières industrielles. Ça c'est quand même très fort. On n'a jamais vu autant dépenser d'argent pour détruire une filière, l'éolien terrestre. Oui, mais enfin, ArcelorMittal, Saint-Gobain, tout ça, c'est pas les lobbies, c'est les entreprises qui attendaient ce décret pour savoir où ils vont, pour savoir combien l'énergie va coûter. Ouais, donc elles attendaient un décret pour que ça coûte plus cher. Donc c'est très intéressant. Donc c'est aussi d'ailleurs la programmation de la fin de la métallurgie en Europe, la fin de la chimie en Europe. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans cette PPE, pour ceux qui la lisent, parce que d'ailleurs, si on l'a lu, on se rend compte, si vous voulez, qu'à un moment, il y a carrément des feuilles blanches. J'ai vu, c'est publié avec des feuilles blanches entières. Voilà. Donc ça, c'est voir le niveau quand même de cette PPE. Et quand c'est écrit par des cabinets de conseil et des espèces d'escrocs qui se rincent sur l'argent public depuis 20 ans, on comprend que ça n'aille pas. Mais tout ça, c'est une inflation des prix. Donc quand vous avez un objectif de prix de l'énergie pétrole-gaz, où c'est acté que ça va coûter 50% de plus cher par rapport à la décennie précédente, et que l'électricité, ça va exploser, on peut fermer la boutique. Alors le coût de l'électricité qui va monter, c'est plutôt du côté du nouveau nucléaire, en l'occurrence. Ouais. Sur le coût, justement, Marine Le Pen promet un enfer, effectivement, énergétique en France. Le Trésor, la Direction Générale du Trésor, vient de publier une note, c'était hier, une note passionnante, sur le coût du soutien aux énergies renouvelables. Vous évoquez le chiffre de 100 milliards d'euros. Cette note, elle indique que le pic sera atteint en 2027 sur le coût de soutien aux renouvelables. On est à moins de 7 milliards d'euros sur l'éolien et sur le terrestre. Et ça va baisser au fil du temps ensuite jusqu'en 2035-2050 pour que ça ne coûte plus rien ensuite. Ce marché devient mature. Est-ce que vous maintenez ce chiffre de 100 milliards de coûts ? Alors, c'est pas mon chiffre, c'est le chiffre de la PPE qui a été publié. Donc, c'est quand même complètement surréaliste, une fois de plus. Si le Trésor contredit la Direction Générale de l'Environnement, c'est formidable. Moi, je pense que pour le coup, c'est la Direction Générale de l'Environnement qui a raison et que ça va coûter plus de 100 milliards d'euros pour les nouvelles intermittentes, avec encore 100 milliards aussi de passifs, pour une raison simple, c'est que de toute façon, si c'est pas les subventions qui payent, c'est le coût économique qui paye. Parce que c'est quoi ce système ? C'est que si les prix sont bas, les éoliens et le solaire sont subventionnés par les impôts, et si les prix sont hauts, c'est les factures qui payent. Donc c'est comme quand on a eu un certain nombre de lobbies complètement surréalistes pour expliquer que la France avait gagné de l'argent quand les éoliennes avaient dû rembourser une part du surcoût qu'elles avaient enregistré quand les prix de l'énergie ont explosé. On s'en fiche que ce soit le budget qui paye ou les factures. Ce qui compte, c'est le coût économique, c'est-à-dire combien l'énergie pèse sur les facteurs de production. Mais en l'occurrence, Jean-Philippe Tanguy, les renouvelables vont coûter moins cher que le nouveau nucléaire. C'est sûr que quand les courbes se sont croisées. Oui, c'est quand vous êtes tellement incompétent, comme ceux qui nous gouvernent depuis 20 ans, que vous arrivez à faire du nucléaire qui va être à 100 € le mégawatt-heure, alors qu'historiquement, il était entre 40 et 60 €, et que les Chinois et les Coréens aujourd'hui continuent à produire des réacteurs qui font du courant entre 40 et 60 € le mégawattheure, quand vous êtes aussi nul, incompétent, et qu'en fait vous êtes soumis, parce que qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ils se sont soumis aux exigences des écologistes et des socialistes. Ils ont mis tellement de régulation, de surrégulation, qu'ils ont tué de l'intérieur le nouveau nucléaire. Donc il faut revenir ou venir
à des réacteurs rentables. Oui, mais si jamais des réacteurs à 100 euros le mégawattheure, on peut si vous arrivez au pouvoir, encore, on peut fermer la boutique. Si jamais vous arrivez en 2027 par exemple au pouvoir, vous prenez pas un pays from scratch, c'est-à-dire vous prenez un pays avec sa politique énergétique telle a été décidée dans les décennies avant vous. Donc abandonner une filière qui va arriver à maturité après tous les investissements qui ont été faits, est-ce que c'est pas juste stupide? Mais quelle filière arrive à maturité, madame? On vous parle des ENR et du solaire, on parle des subventions qui vont baisser à partir de 2035. Rentre sur le marché sans subvention? Nulle part? Non. Donc une filière à maturité, c'est pas une filière qui est subventionnée soit par le consommateur, soit en truquant le prix des réseaux. Enfin, tout ça, c'est n'importe quoi. La réalité, c'est que quand vous avez la filière mature, les deux filières matures en France, qui sont le nucléaire et l'hydroélectricité, c'est sûr qu'on n'aurait jamais dû en sortir. Et nous, on reviendra à concentrer les investissements sur ces deux filières qui ont l'avantage de ne pas saccager les paysages et d'empêcher le tourisme. Parce donc que avec une énergie... Les grands génies qui vont couvrir les côtes françaises d'éoliennes en mer et donc affaiblir le potentiel touristique, ça c'est aussi de la... Sur le nucléaire, vous voulez avoir un objectif de 50 € le mégawattheure. Comment on arrive à ça? Est-ce qu'il faut des réacteurs étrangers? Est-ce qu'on arrive à pouvoir avoir une filière qui propose ce prix-là? Ça paraît pour certains experts impossible. Oui, non, mais c'est les mêmes experts qui nous expliquaient qu'avec le développement des énergies intermittentes, on allait baisser les factures. Ce qu'il faut, c'est revoir totalement la réglementation, la surréglementation, tout ce qui vient de post-Fukushima, qui ne servait à rien, une panique morale complètement stupide en Europe, en expliquant qu'il allait y avoir un tsunami dans la mer Méditerranée ou sur la Manche. Il faut revenir sur toutes ces réglementations qui coûtent très cher. Il faut resimplifier et revenir aux normes qui fonctionnaient parfaitement dans les années 90. Avec des réacteurs français ou étrangers? C'est ça la question. Évidemment, le but, c'est d'avoir des réacteurs français. Sans doute. Et maintenant, c'est dans le débat, parce que quand je disais ça il y a 15 ans, on me faisait passer pour un dingue. Maintenant, c'est dans le débat de revenir peut-être aux réacteurs que les Français savaient produire. Et le dernier, c'est Civaux, je crois. Sur les EPR, Emmanuel Macron veut lancer 6 EPR, 8 autres prévus. Est-ce que vous considérez que le plan est bon? Est-ce qu'il faut continuer avec les EPR? Non, mais je ne suis même pas sûr qu'en fait, un jour, il y ait vraiment un EPR2 dans les conditions dans lesquelles ils sont lancés. Donc déjà, il faut qu'on bien savoir que ce plan, ce PPE3, c'est pas une relance de nucléaire. La production nucléaire, en 2035, elle sera inférieure de 12% à la production nucléaire de 2006. Voilà, donc ça, c'est les mensonges du gouvernement. Et ces 6 réacteurs, s'ils sont à 100 € le mégawattheure, ça sert à rien, il ne faut pas y aller. Donc soit EDF est capable de nous dire comment il revient à des prix qui permettent à l'électricité française d'être très compétitive, mais si c'est pour partir sur des on a quand même aujourd'hui, Jean-Philippe Tanguy, l'électricité la moins chère d'Europe. Oui, c'est pas grâce au plan de M. Macron, ça. Ça, c'est grâce effectivement aux pays not from crash dont vous avez parlé, de Pompidou, de Gaulle, Pompidou et Giscard d'Estaing. Bon, sur les questions justement de politique énergétique, très attendues par les industriels, on en a parlé aussi, des industriels avec lesquels vous discutez régulièrement et qui vous en veulent sur la question budgétaire, notamment d'avoir voté l'impôt sur la fortune. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que cette séquence budgétaire vous a coûté cher vis-à-vis des milieux économiques? Non, pas du tout, parce que quand on voit une copie finale qui augmente à la fois les impôts, les dépenses, la dette, le déficit aujourd'hui et la charge d'intérêt à terme, j'espère que les entrepreneurs ont bien conscience que vraiment ces macronistes et même les LR qui au Sénat ont aggravé le déficit de 10 milliards d'euros sont incapables de... Mais vous les avez défendus, les entreprises? Nous avons beaucoup défendu, notamment nous avions proposé des baisses massives d'impôts de production avec la suppression de la C3S de 5 milliards d'euros, la suppression de la CVAE pour au moins 1 milliard d'euros. Donc tout ça aurait bien soulagé, je pense, les entrepreneurs. Si on arrivait au pouvoir, on ferait aussi la suppression de la CFE. Donc sur un an, ça fait presque 20 milliards d'impôts de production qu'on supprimerait. Je trouve ça un peu dommage qu'ils aient préféré, ne pas baisser les impôts de production et accepter une hausse de 8 milliards, enfin 6 à 8 milliards sur l'impôt sur les sociétés qui sera répercuté sur le tissu de PME, entreprises intermédiaires, plutôt que d'accepter un petit rééquilibrage sur l'impôt sur la fortune qui coûtait 1 milliard d'euros. Donc on voit bien avec nous de façon baisser les impôts de presque 40 milliards d'euros. Bon, tout ça est un peu dommage. Mais il y a eu beaucoup de désinformations, et ça, c'est pas de la faute des entrepreneurs, du gouvernement, qui a expliqué qu'on votait 40 milliards d'impôts. Enfin, c'était vraiment un délire orwellien de mensonges. Mais ça n'a pas trop percé, heureusement, dans l'opinion. Raphaël, dernière question. Une dernière question sur la nomination d'Amélie de Montchalin, peut-être à la Cour des comptes. On a vu François Villeroy de Galhau aussi, qui décide de partir un an avant, et différents postes autour des administrations indépendantes qui seront nommés par Emmanuel Macron avant le prochain quinquennat. Un commentaire?
Écoutez, moi j'en ai assez qu'on dise que la Montchalin soit compétente et formidable. Les 2 budgets qu'elle a réalisés, c'est une catastrophe. Le budget qu'elle a exécuté en 2024, c'est une augmentation systématique des impôts, et l'ensemble de la baisse du déficit, selon la Cour des comptes qu'elle va bientôt présider, est lié à des hausses d'impôts, des hausses de recettes. Et le budget qu'elle a proposé, je l'ai dit, hausse des impôts de 10 milliards, hausse des dépenses de 40 milliards, hausse de la dette d'au moins 75 milliards. Donc elle n'est pas compétente pour la Cour des comptes? Non, visiblement non, puisqu'elle a raté les 2 exercices budgétaires auxquels elle a été associée. Puis avant, je rappelle qu'elle était whip, car elle était responsable des députés macronistes à l'Assemblée nationale, à la Commission des finances, oui. Pendant 5 ans, où ça n'a pas brillé, on peut dire par la maîtrise des finances publiques, c'est le moins qu'on puisse dire.